Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette rencontre organisée dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT+. Comme chaque année, le Mémorial se mobilise dans le cadre de cette manifestation nationale en organisant des ateliers pédagogiques et des rencontres, notamment au sein de cet auditorium. Alors, la prévention et la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie et toute forme de discrimination est au cœur des missions du Mémorial. Tout au long de l'année, nous analysons et décryptons les mécanismes et les multiples expressions de la haine de l'autre qui peuvent, dans certains cas, mener à des violences de masse et à des génocides. Et pour cette semaine spécifique d'éducation et d'action qui se tient chaque année en mars, notre objectif est de nous éloigner quelque peu des terres de l'histoire, sans pourtant les déserter, car nous avons besoin d'histoire pour arpenter des terres plus contemporaines, en posant sur la table des questions, des phénomènes, des sujets qui traversent et travaillent nos sociétés actuelles. Ce soir, avec nos invités, nous vous proposons de discuter de la haine en ligne, phénomène qui ne date pas d'hier, mais qui est relativement récent, étant donné qu'il a pu se déployer à la faveur de la démocratisation d'Internet et des réseaux sociaux à la fin des années 90 et au début des années 2000. Nous avons souhaité donner une dimension résolument pragmatique à cette rencontre, en allant au-delà du simple constat de la montée en puissance des discriminations et des préjugés en ligne, constat que nous pouvons tous faire au quotidien en surfant sur Internet ou en fréquentant les réseaux sociaux. L'objectif est d'aborder ce sujet de manière concrète, en dépliant ses différents aspects techniques, historiques, sociétaux, judiciaires, et en essayant de retrouver peut-être un pouvoir d'action pour lutter contre ce phénomène. Alors, je remercie chaleureusement nos invités d'avoir accepté cette invitation. Chacun et chacune va s'exprimer en fonction de son expérience et de son champ de compétences. Je disais que nous avions besoin d'histoire pour mieux cerner les enjeux du temps présent. Nous avons donc le plaisir d'accueillir l'historien Marc Nobel, auteur de plusieurs ouvrages sur la haine en ligne, qui va nous parler de la genèse et des différents développements de ce phénomène qu'il étudie depuis ses origines. Aurélie Jean, spécialiste en modélisation algorithmique, qui intervient depuis la côte ouest des États-Unis. Merci beaucoup Aurélie, parce que ce n'est pas facile d'intervenir en visio quand tout le monde est sur le plateau. Donc merci d'être avec nous. Vous allez nous expliquer le fonctionnement des algorithmes pour essayer de comprendre comment ces discours haineux sont propagés, souvent de manière virale. Enfin, Barbara Butch, DJ et militante, et son avocat maître Meslati, Audrey Meslati, vont témoigner du cyberharcèlement qu'a subi Barbara suite à la cérémonie d'ouverture des JO l'été dernier à Paris, et de la plainte et de l'enquête préliminaire, le processus judiciaire qui est actuellement en cours. Et c'est donc Antonin Marin, cofondateur et directeur des rédactions de Le Crayon Média, qui nous fait le plaisir d'orchestrer cette rencontre. Et Antonin, avant de vous passer la parole, je voudrais remercier chaleureusement Céleste Espinas, qui est... ben voilà, Céleste Espinas, notre stagiaire à l'auditorium qui a contribué de manière décisive au montage de cette rencontre et qui nous quitte donc à la fin de la semaine. Elle ne part pas très loin, mais elle quitte quand même l'auditorium. Donc un grand merci Céleste pour ton magnifique travail effectué. Ouais, vous pouvez l'applaudir, parce que c'était vraiment une super stagiaire. Voilà, pour ce petit aparté corporate. Antonin, je vous passe la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les trois et bonsoir à Aurélie aussi en visio. Je suis très heureux d'être là ce soir.
Donc, on va parler, on l'a dit, de haine en ligne. Je voulais commencer directement cette table ronde avec vous, Marc Nobel. Donc, comme on le disait, vous avez étudié la généalogie, comprendre un peu d'où vient la haine en ligne. Et j'ai une question très simple. C'est quoi la différence aujourd'hui qu'on fait entre la haine en ligne et la haine qu'on a de manière traditionnelle? Ouais. Hop. Bonsoir et merci d'être venu pour cette conférence. Et puis bonjour aux intervenants et également à notre ami qui est aux États-Unis. La différence, je la porte avec mes cheveux blancs. C'est-à-dire que j'ai connu une autre époque où tout cela n'existait pas. Il n'y avait pas de portable, pas d'ordinateur. D'ailleurs, vous auriez interrogé dans les années 80 quelqu'un pour lui demander ce qu'est un ordinateur, la personne n'aurait pas forcément su vous répondre. Un ordi quoi Bref, donc tout ça est apparu bien après, est devenu grand public à partir des années 93, 14, 15. En fait, la grande différence, c'est que au niveau de la haine, quand vous aviez quelque chose à exprimer, et même au-delà de la haine, vous vous retrouviez dans un café ou dans la structure familiale. C'est-à-dire que vous étiez à 4, vous étiez à 5, vous buviez un pot, les jeunes allaient jouer au flipper à côté, et puis tout d'un coup, on commençait à discuter de choses et d'autres. Et ce que vous pouviez dire, quoi que vous disiez par ailleurs, restait dans ce cercle fermé. C'est-à-dire, vous vous adressiez à 3-4 personnes, et ça restait dans l'enceinte de dans cette enceinte-là qui était le café, le restaurant ou le bureau avec des collègues. Et donc, ça ne dépassait pas ces 3-4 personnes. Et donc, il n'y avait pas toute cette diffusion qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se prendre rédacteur en chef, directeur de publication, leader politique, divagant à souhait. Ça ne veut pas dire que les gens ne divaguaient pas, ça ne veut pas dire que la haine ne s'exprimait pas. Elle s'exprimait d'ailleurs très bien avec Jean-Marie Le Pen, entre nous soit dit. Ça, nos amis israéliens l'ont oublié, puisqu'ils invitent un certain nombre de dirigeants d'extrême droite à la conférence internationale contre l'antisémitisme qui se tiendra à Jérusalem du 25 au 27 mars. Ce que je trouve dégueulasse, moi, personnellement. Mais bon, donc on ne va pas faire de politique, mais petite discrétion au passage. Mais en vérité, quand il y avait des déclarations et qu'un homme politique, quel qu'il soit, voulait faire une déclaration, alors ça passait par le canal radio ou le canal télévision. Et de temps en temps, il y avait des fêtes qui étaient organisées. Par exemple, je vous ai parlé de Jean-Marie Le Pen, il y avait la fête des Bleus, Blancs, Rouges, qui était une fête annuelle où globalement tous les fachos de l'époque se réunissaient pour acheter tel ou tel livre, brochure. On trouvait les brochures de François Brignot, un ancien collabo par exemple, et là on s'en donnait à cœur joie. Je prends cet exemple, mais il n'y a pas que cet exemple-là, voyez. Donc les choses se disaient, elles passaient par l'expression qui était celle d'un homme politique quand il voulait cibler des gens. Et ensuite, eh bien, les gens votaient pour qui ils voulaient, s'exprimaient entre eux, mais tout cela a changé à partir de l'Internet. Mais donc la haine était bien toujours présente, la haine n'a pas changé de degré, c'est vraiment juste la diffusion, c'est ça que vous dites? Alors, ce que je veux dire, c'est que notre espèce, Homo sapiens, a une particularité, c'est qu'en haine, elle s'y connaît. Donc, on pourrait remonter très loin, hein, je veux dire, et même peut-être même avant l'Antiquité, en vérité. La haine s'est toujours exprimée, c'est-à-dire le rejet vis-à-vis d'un certain nombre de gens pour toutes les raisons du monde, qui étaient celles de ceux et de celles qui voulaient rejeter les autres. Et donc, on a vu ça il y a des siècles, et notamment lors de guerres, de conflits et autres. Cela se poursuit aujourd'hui, mais la grande différence, c'est le mode de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a envie de dire bah, « j'aime pas les juifs », on ne le dit pas simplement à 2 ou 3 personnes, on peut l'écrire dans les réseaux sociaux et ça va être lu peut-être par des dizaines de milliers de personnes qui elles-mêmes vont se faire les vecteurs de cette haine. C'est-à-dire qu'ils vont communiquer eux-mêmes et ça va grandir en intensité. Merci beaucoup. Donc on comprend bien que les réseaux sociaux sont le vecteur de diffusion de cette haine. Je voulais m'adresser à vous, Aurélie.
là-dessus, est-ce que les algorithmes sont faits, sont pensés, les algorithmes sur les réseaux sociaux sont pensés pour favoriser justement cette haine en ligne et avoir une sorte d'effet boule de neige? Et absolument, en fait, le modèle économique de ces plateformes qui s'appuie sur l'engagement croissant et intensif des utilisateurs et qui répond à ce qu'on appelle un modèle économique de l'attention qui a été largement documenté, va davantage mettre en avant des contenus qui vont engager davantage les utilisateurs pour qu'en retour, ils soient engagés. Donc c'est un cercle vicieux en l'occurrence, puisque après, on sait que des contenus qui sont polémiques, transgressifs, sont davantage engageants que des contenus qui seraient factuels ou d'analyse. Et donc, partant de ce principe, bien évidemment, que ce soit les fausses nouvelles, les théories du complot, mais aussi la haine en ligne, la haine, enfin les propos haineux, transgressifs, polémiques, violents, vont davantage être mis en avant, puisque les algorithmes de recommandation de ces plateformes sont là pour soutenir un modèle économique qui est basé principalement, majoritairement, sur l'engagement des utilisateurs et donc leur consommation de la plateforme. Et on pourrait imaginer des algorithmes qui seraient différents, qui seraient basés sur d'autres choses que justement ce modèle économique-là. Et oui, c'est exactement ça en fait, Antonin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire que les algorithmes de recommandation ont été pensés ainsi, mais on peut les penser tout à fait autrement, avec toujours, bien évidemment, une logique de mise en avant d'un contenu en fonction de la manière dont les gens s'engagent avec ce contenu, mais pas forcément sur un engagement croissant, intense, qui, bien évidemment, encore une fois, met des contenus transgressifs, polémiques, haineux en avant. Donc, il n'y a pas de fatalité, et c'est pour ça, lorsqu'on dit, par exemple, c'est la faute aux algorithmes, c'est la faute... Non, c'est la faute aux personnes, aux propriétaires de ces algorithmes, aux personnes qui vont les concevoir, les posséder, et qui vont décider de leur design et de leur déploiement. Merci. Barbara Butch, vous avez été victime de cyberharcèlement. On en a parlé juste après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Justement, comment on réagit après avoir subi ça et surtout à qui on en veut? On parlait des algorithmes. Est-ce qu'on en veut aux plateformes? Est-ce qu'on en veut à ceux qui nous ont agressés? À qui on va porter plainte contre qui? Bonsoir tout le monde. Donc comment on réagit? Alors déjà, moi j'ai eu deux histoires en fait avec les réseaux sociaux. Il y a eu la première quand j'ai fait la couverture de Télérama qui avait été censurée pour des raisons absurdes. C'était juste à cause de mon corps gros. Et donc déjà j'avais compris que les algorithmes étaient déjà problématiques à ce moment-là. Et là, avec donc ce qui s'est passé après les Jeux Olympiques, ça a été... en fait, la violence a été 100 fois plus mise en avant que l'amour reçu. Donc ça, c'était complètement... parce que j'ai eu, bien évidemment, plein de messages de soutien, d'amour, et qui étaient très agréables à lire et à recevoir. En revanche, ce qui était le plus mis en avant, les commentaires les plus likés, tout ça, c'était les pires. Donc ça allait de la grossophobie en passant par l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme, c'était plus en message privé, parce que je pense qu'il y avait un truc aussi de on n'assume pas dans les commentaires, donc on va envoyer un message privé. Mais ce qui est plus intéressant pour moi, parce que du coup, je peux éventuellement porter plainte contre ces personnes si on retrouve leurs identités. Donc finalement, c'est plus sympa pour moi de me recevoir comme ça. Pour la vengeance, c'est plus facile. Donc voilà, de l'antisémitisme, de la lésobophobie, de la transphobie, parce que les gens présumaient de mon genre, ce qui était complètement absurde aussi, mais tout était absurde dans cette histoire. Moi, ce que je regrette, enfin, bien évidemment, j'en veux aux réseaux sociaux parce que ils laissent passer beaucoup trop de haine en ligne, notamment sur l'antisémitisme, qu'on peut voir en ce moment, où c'est la catastrophe totale. C'est-à-dire que même si on signale un commentaire ou un compte d'une personne politique qui prend un peu trop la parole pour dire de la merde sur les juifs,
ce compte va pas, je n'ai même pas besoin de citer les gens, parce qu'on les connaît tous, mais ces comptes ne vont pas sauter. Et donc, en fait, moi, je me demande qui nous protège dans ces entreprises-là, qui protège notre existence, et quoi faire. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire mettre en place de nouvelles chartes, je sais pas, plus de modérateurs, parce qu'en vrai, c'est l'intelligence artificielle, et sauf que, en fait, bon, bah, la haine, elle peut se faire de plein de manières, et ça peut être hyper subtil. Les gens ont des nouveaux codes, il y a des emojis pour définir les juifs, qu'on apprend, en fait, avec la haine. Moi, il y a plein de trucs que je savais pas. Puis finalement, je me disais, tiens, cet emoji, il revient quand même souvent. Ah, tiens, c'est quoi? Ah, ça veut dire celle juive. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment... il y a vraiment plein de trucs comme ça. Donc moi, au début, en fait, ils m'ont gâché la fête. En fait, vraiment, l'instant présent, c'était génial. J'étais d'ailleurs avec Audrey, juste en sortant avant et en sortant de cette scène. Et c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. C'était magique. Mais c'est vrai qu'après, le lendemain, quand j'ai vu... que les gens se lâchaient complètement et qu'en plus, il y avait plein de choses qui n'avaient vraiment pas de sens. J'ai eu un moment où ça allait, puis après, j'ai eu un gros coup de down quand je me suis rendu compte de la violence parce que, en fait, on a beau dire que ça ne nous touche pas, que c'est rien, mais en vrai, bah, c'est vrai, quand on vous envoie un cure-dent à la figure, ça fait rien. Quand on vous envoie 10, ça commence un peu à piquer. Mais quand c'est des centaines de milliers, ça commence à faire des trous. Et donc, et au moment où vraiment, là, je me sentais mal. Heureusement, il y avait ma femme et Audrey. Et, euh, et en fait, et Audrey m'a dit, vas-y, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, du coup, j'ai revêtu mon armure puis je me suis dit, vas-y, je pars en guerre. Et voilà. Et donc c'est passé par plusieurs trucs. Il y a eu les résiliences, il y a eu plein de choses. Mais en fait, en fait, le truc, c'est que après ma chance, c'est aussi d'être juive et d'avoir cette éducation de la résilience. Et donc, je pense que sans ça, je ne sais pas si je m'en serais remise là, de tout ça. Euh, Merci pour ce témoignage. Audrey, Barbara l'a dit, vous êtes son avocate. Comment aujourd'hui on peut porter plainte et ça a des conséquences, il y a des résultats quand on porte plainte. Aujourd'hui, on peut retrouver, identifier des gens sur les réseaux sociaux qui ont insulté, porté des propos graves. Alors, bonsoir à tous. Alors oui, on peut porter plainte, évidemment. Est-ce qu'il y a des résultats? Ça dépend de la procédure, ça dépend des éléments de preuve qu'on apporte dans le dossier. En l'occurrence, dans le cas de Barbara Butch, qui est donc une personnalité publique dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, elle bénéficiait notamment d'une exposition médiatique très accrue, assez mondiale. Donc évidemment, une plainte de Barbara Butch déposée auprès du procureur chargé de la lutte contre la haine en ligne, ça a beaucoup plus de points que quelqu'un d'anonyme en province, en France, aujourd'hui. Ça, c'est un fait avéré. Maintenant, quand on dépose plainte, en l'occurrence, nous, on a eu de la chance parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont bien voulu nous aider à identifier les comptes, notamment une entreprise privée qui s'appelle Cyberlights, dont le PDG est David Alouche, qui nous a tout de suite proposé son aide pour identifier le maximum de personnes grâce notamment aux algorithmes que lui et son équipe ont développés. Donc forcément, quand on est arrivé auprès des services judiciaires concernés, les enquêteurs de l'Office central chargé de la lutte contre la haine en ligne, on avait déjà des éléments à leur proposer et on a un peu mâché le travail parce que de toute manière, on était obligé puisque Barbara a reçu des milliers de messages haineux. Des milliers de messages haineux en privé, mais aussi des milliers de commentaires publics tout aussi haineux, centaines de milliers, des mails, des tweets, etc., etc. Donc, une fois qu'on a commencé à faire ce travail,
les enquêteurs ont pris le relais aussi. Et là, l'identification des comptes, en tout cas la recherche d'identification commence. Et je pense que ce point-là, il est très important parce que dans la plupart des dossiers, on n'a pas les moyens d'identifier les personnes qui sont derrière les comptes parce que c'est une identification qui fonctionne par recherche open source. Ça prend beaucoup de temps quand on n'a pas d'algorithme qui fait le travail pour nous. Et l'intelligence artificielle. Et comment dire ? Une fois qu'on a commencé à faire ça, évidemment, on peut aller chercher les gens qui se cachent derrière ces comptes, les interpeller, les prendre en garde à vue, et puis éventuellement les traduire en audience, les traduire en justice afin qu'ils puissent être entendus et jugés. Et ça va être le cas, notamment en septembre, dans le cadre de notre dossier. Mais il faut savoir que par rapport aux milliers de messages reçus, on ne peut pas aller chercher tout le monde. Et ça, c'est très problématique. Ce n'est pas un manque de volonté des services judiciaires, en l'occurrence, c'est un problème de moyens. Moyens humains, moyens financiers. Et tant que cette lutte contre la haine en ligne ne disposera pas de tels moyens, alors c'est vrai que la répression peut être compliquée, notamment quand on n'est pas une personnalité publique. Pour faire le lien avec ce qu'on disait avec Mark Knobel tout à l'heure, est-ce que les personnes qui commettent de la haine en ligne, est-ce qu'ils se rendent compte de la gravité de ce qu'ils font, comme justement on pourrait s'en rendre compte quand on insulte quelqu'un en face à face? Ouais, alors moi j'ai un truc, c'est que je mets souvent les gens face à leur... Enfin, quand j'ai le temps, je les mets face à leur haine. Donc déjà, quand je leur réponds, il y a un truc qui se passe, c'est qu'ils sont « Ah, pardon, c'est mon frère qui imprime mon téléphone ». Donc il y a souvent des gens qui n'assument pas, des gens qui effacent les commentaires parce que, en fait, maintenant, il y a ce truc, c'est qu'on peut afficher un commentaire en story. Donc je me gêne plus, je les affiche en story quand vraiment c'est la cata. Et en général, ils effacent. Donc je pense qu'ils se rendent compte. Il y en a aussi qui peuvent s'excuser. J'ai déjà eu des excuses, mais surtout à partir du moment où on a mis, où on a fait le communiqué de presse disant que j'allais porter plainte à toute personne qui porterait atteinte à ma petite personne. Et ben du coup, là, on a commencé à recevoir des mails de personnes qui disaient oui, j'ai envoyé un message, mais en fait, c'était pas moi. On m'a piraté mon compte et tout ça parce que en fait, les gens, ils n'ont pas de face, quoi. Ils sont là, ils balancent leur haine. En fait, c'est comme, enfin, on est des espèces de, je sais pas, de sacs à vomi pour eux, quoi. Et donc, et en fait, ils se rendent pas compte. Ils se disent, bon, bah voilà, tiens, je vais m'attaquer à elle aujourd'hui, j'ai rien à faire. Enfin, c'est des gens qui vraiment, je pense, s'ennuient, ont pas de vie, quoi. Et quand on les met face à leurs commentaires, bah, en général, ils ont un peu honte. En général. Après, il y en a qui assument, mais ça continue. Même là, encore aujourd'hui, j'ai encore reçu des vidéos, des trucs. Voilà. Alors, Marc, effectivement, il y a aussi ce cas de figure. Vas-y. Merci, Marc. Il y a effectivement ce cas de figure où en fait on les affiche et donc ils rétropédalent, mais il y a aussi énormément de gens, quand on leur demande, et notamment ça je l'ai vu à l'audience du cyberharcèlement de Thomas Joly, quand on les met face à leur message, ils vont vous dire « Non mais j'ai fait une blague. J'ai fait une blague où je ne me suis pas rendu compte de la portée de mon message parce que pour moi c'est un message noyé dans des centaines d'autres messages. Donc en fait, pourquoi c'est moi qui suis là ?» Et je pense qu'il y a une vraie pédagogie là-dessus à faire parce que les gens ne se rendent pas compte qu'une pierre qu'ils lancent, c'est pas juste une pierre dans l'eau, c'est vraiment des milliers de pierres. Et ça, sans pédagogie, sans expliquer que leur message à eux va rejoindre une tonne de messages, et c'est ça qui va constituer le cyberharcèlement, si on ne leur explique pas, ils ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils pensent qu'on est protégé, que tout le monde, chacun, est protégé par un écran, et notamment les victimes de cyberharcèlement, que ça ne va pas les atteindre puisque c'est dans la vie virtuelle, la vie numérique, et que ça ne se traduit pas dans la vie réelle de la personne concernée. Et ça, je pense qu'il faut davantage de pédagogie, et notamment à l'école, et notamment dans l'espace public, il faut en parler en fait. Alors, des choses très intéressantes ont été dites, je vais compléter. Quand vous donnez aux gens un système,
Vous leur dites, utilisez cette plateforme. Vous avez des choses à dire, dites-les. Mais que ces gens sont totalement anonymisés, c'est-à-dire utilisent des pseudonymes, évidemment que s'ils ont envie de dire merde, ils le diront. Ils sont anonymisés. Pour vous donner un autre exemple, sur une autre plateforme qui s'appelle LinkedIn, que beaucoup ici connaissent, les gens ont leur photographie. Il y a le prénom, le nom de la personne, un curriculum vitae qui déballe. C'est beaucoup plus compliqué. C'est même très compliqué de dire à quelqu'un « je ne suis pas d'accord avec vous », et puis ça monte, ça monte. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est le mimétisme. Pour un autre sujet, les profanations de cimetières, on s'est aperçu que quand il y a une médiatisation après des profanations de cimetières et de tombes, par exemple juives, dans la semaine ou dans les 2 semaines qui viennent, d'autres profanations aussi horribles, si ce n'est plus horribles, ont lieu. Et le mimétisme, c'est quoi? C'est « je n'aime pas quelqu'un, j'ai lu un commentaire qui ne me plaît pas, je vais donc l'insulter ». Quelqu'un tout de suite après voit l'insulte, comme la personne est anonymisée, on ne sait pas du tout où elle est, ni qui elle est, eh bien, elle monte en puissance. Et vous avez une montée en puissance qui ne cesse pas, en fait. C'est très gradué, mais vers le haut de la violence. Ça, c'est 2. 3, pour mettre de l'ordre dans ce bordel, excusez-moi l'expression, hein, mais c'est vraiment un bordel, en fait. Moi, je n'ai pas connu ça, donc je peux dire que j'ai connu une autre époque où les gens étaient réservés, faisaient quand même attention à ce qu'ils disaient. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Il faut de la modération. Mais la modération, ce n'est pas le grand truc de ces plateformes. Par exemple, avec plusieurs associations, l'Union des étudiants juifs de France, J'accuse, la LICRA, SOS Racisme et SOS Homophobie, nous avons intenté une procédure contre Twitter. À l'époque, c'était Twitter, il n'y avait pas encore Elon Musk. Pour demander combien de modérateurs avez-vous? Comment sont-ils formés? Où sont-ils? Quelle expérience ils ont? Combien de temps ils passent quand il y a un signalement? Combien de temps ils passent à analyser un signalement? Mais c'était la croix et la bannière quoi, d'avoir une réponse, en vérité. Et puis après est venu Elon Musk. Mais la situation qu'on connaît aujourd'hui, elle n'est pas née avec Elon Musk. Elon Musk a accentué ce bordel, excusez-moi l'expression, en virant carrément tous les modérateurs. C'est-à-dire qu'il n'en veut pas. Il ne veut pas de modérateurs. Alors il y en avait déjà très peu, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait quelques modérateurs pour les États-Unis par langue, une dizaine de langues qui étaient couvertes. Il pouvait y avoir un modérateur pour l'Italie, hein, c'est quelques centaines de milliers d'utilisateurs, donc forcément, on se dit que c'est croix et bannière. Et quand vous interrogiez les modérateurs, mais il fallait voir dans quelles conditions ils travaillaient. Par exemple, les modérateurs qui sont chargés de modérer les contenus anglophones se trouvent aux Philippines, ils sont payés avec des cacahuètes. Et ils ont un planning de travail qui est gigantesque, et tout apparaît devant eux. C'est des choses monstrueuses, en fait. Si vous me permettez, je vais citer juste un truc que vous avez trouvé dans mon article. C'est une modératrice, la pauvre, chez Facebook. Donc, elle parle de son boulot. Et vous allez voir ce qu'elle dit de son boulot, en fait. Juste après, je donnerai la parole à Aurélie qui a levé la main. Et Aurélie, on vous donnera la parole juste après. Voilà ce qu'elle dit. Je cite, hein, je cite. Tu passes une journée à être immergé de merde, du pire d'Internet. Tu vois des images d'animaux qui se bouffent entre eux. Tu enchaînes avec des scènes de sexe, des gens qui se pendent. C'est les 7 péchés capitaux que tu as forcé à regarder toute la journée. Léa, une modératrice assignée au marché francophone de Facebook, ajoute « L'essentiel de ce que j'avais à modérer à l'époque, c'était des pénis. J'en avais trop marre. Ça a explosé après les attentats de 2015. On a laissé passer des tas de contenus ignobles qui ne violaient pas les règles d'utilisation de Facebook. Comme il faut tous les mettre dehors, etc. Parce qu'en plus, c'est le dernier point, ce ne sont pas trop les lois nationales qui intéressent ces plateformes. C'est leur, comme elle le dit,
leurs règles d'utilisation. C'est la règle d'utilisation de la communauté telle que ceux qui possèdent ces plateformes la pensent. Donc en fait, ils s'en fichent. Les modérateurs, ils les ont virés. Et je reprends l'expression que j'ai utilisée, et à bon escient, et je m'excuse, mais c'est vraiment le bordel. J'ai eu la chance de connaître une autre époque. Merci. Aurélie, tu voulais vous exprimer? Oui, merci Antonin. Oui, en fait, j'avais plusieurs remarques par rapport à ce qui a été dit. Alors, tout d'abord, comme le disait Marc Noble, on a un phénomène de mimétisme, et en plus de ça, on a un phénomène qui a été largement étudié par des sociologues, qui est le phénomène d'observation mutuelle. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur les réseaux, pour le coup, il faut aller lire Dana Boyd, qui parle de sphère publique à infrastructure médiatique, donc les réseaux sociaux, comparé à la sphère publique à infrastructure physique, qui est notre monde à nous. Et en fait, ce qu'elle explique très bien, c'est que dans le monde physique, sans même le réaliser, on s'observe les uns les autres en agissant. Et donc, on va tendre vers un consensus comportemental qui est en théorie et en pratique urbain, poli, respectueux, en théorie et en pratique. Et c'est vers ce vers quoi on tend. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on ne s'observe pas réellement pour deux raisons. La première, c'est que c'est immatériel. La deuxième, c'est que certains, en effet, sont sous des pseudos. Et la troisième, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, et Barbara Butch l'a dit, beaucoup de choses qui sont faites en réponse en story, en DM, en messagerie privée, etc. Donc, à partir de ce moment-là, les gens ne s'observant pas, les gens ne se jugent pas, et on tend vers un manque d'urbanisme et d'urbanité et de respect, premièrement. Deuxièmement, ce qui est intéressant dans ce qui a été dit sur l'anonymisation, alors moi, pour le coup, je défends l'anonymisation sur les réseaux, parce que je pense que, premièrement, on n'est jamais complètement anonyme, on est pseudo-anonyme, mais surtout, et c'est là en lien avec ce que disaient Audrey Mizelati et Barbara Butch, c'est qu'en réalité, il y a déjà, et ça c'est ce que je dis, c'est qu'il y a déjà plein de comptes non anonymes ou non pseudo-anonymes qui agissent mal et contre lesquels on est incapable de lutter, puisqu'en réalité, j'ai moi-même porté plainte, plusieurs personnes ont porté plainte autour de moi sur pas mal d'attaques, et que ça ne donne rien. Et on se rend bien en fait qu'il y a une incapacité à gérer ça. Il faut essayer de réfléchir comment gérer ce genre de choses. Dernier point, et c'est hyper important, c'est Barbara Butch a dit qui nous protège. Et je trouvais que cette question était assez puissante. Et elle reflète le rôle des propriétaires de ces plateformes qui se déresponsabilisent complètement derrière deux choses. Ils se cachent derrière les suggestions algorithmiques, comme si l'algorithme en fait avait été pensé par un certain Dieu, sans présence, sans question d'arbitrage ou quoi que ce soit, de la part d'un humain dont les concepteurs et le propriétaire. Et deuxièmement, laisserait penser en fait qu'ils ne sont responsables de rien et qu'ils se cachent derrière les utilisateurs eux-mêmes qui agissent dans une certaine liberté d'expression qui est aux États-Unis un droit absolu, alors qu'en France, c'est un droit relatif. Mais en fait, c'est une fausse excuse, puisqu'en réalité, il serait assez simple de mettre en place des vraies méthodes de modération où on prendra en considération, selon certains critères qui seraient revus, la portée des alertes. Très souvent, moi, je me suis vue moi-même alertée sur des posts antisémites, racistes, sexistes ou violents envers des personnes, où je reçois un message en retour au bout de 24 heures me disant que le contenu ne viole aucunement les règles d'usage en fait, de la plateforme. Pour aller résoudre le problème des plateformes, c'est à elles de le résoudre, c'est pas nous. Et moi, je dis souvent, aujourd'hui, ces plateformes, elles sont définies comme des hébergeurs, selon le droit. Ça veut dire qu'en tant qu'hébergeurs, elles ne font qu'héberger du contenu auquel elles ne portent aucune responsabilité. Mais en réalité, ce sont des éditeurs. Pourquoi? Puisqu'en fait, elles vont créer un contenu éditorialisé à travers le fonctionnement même des algorithmes de recommandation. Donc, il y a une éditorialisation qui est orientée par les algorithmes, mais il y en a une. Et donc, partant de ce principe, il serait très facile d'aller leur imposer un statut d'éditeur et par conséquent qu'elles deviennent responsables des contenus, en partie bien sûr, jusqu'à une certaine mesure, des contenus qui sont partagés, commentés, likés, engagés en fait sur ces plateformes. Donc en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie sur ce sujet-là, alors qu'en réalité, il y a aussi des solutions à explorer. Oui, Audrey? Moi, je suis complètement d'accord avec Aurélie. Justement, sur cette question de hébergeur-éditeur, en fait, on a un arsenal juridique en France qui nous permet en réalité, à la base, de poursuivre les plateformes, en tout cas de poursuivre les responsables des cyberharcèlements, etc., qui est appliqué sans être appliqué. Pourquoi? Parce que la répression n'est pas assez forte. C'est-à-dire, si on avait un consensus, là je vais parler de la France, mais en fait on pourrait très bien l'imaginer au niveau européen. Si on avait un consensus européen qui sanctionne extrêmement fortement
les plateformes, et je parle de sanctions financières, en fait, évidemment que les plateformes, elles se mettraient davantage au pas, qu'elles soient même si leurs sièges sociaux sont en Amérique, etc. En fait, si vous prononcez des sanctions financières très fortes, elles se régulent au moins sur le continent européen, au moins pour les utilisateurs européens. On a l'exemple du RGPD, mais ça, je pense qu'Aurélie peut aussi commenter ça. Mais je veux dire, on est capable nationalement et sur le territoire européen de mettre en place des cadres législatifs et réglementaires qui fonctionnent et qui obligent. Et je pense qu'il y a un manque de volonté politique parce qu'on n'a pas encore pris la mesure aussi de ce qu'est en train de devenir les réseaux sociaux vraiment. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas un monde dans lequel, dans les 5 prochaines années, il n'y a pas une réglementation beaucoup plus stricte des plateformes de réseaux sociaux. Parce que là, c'est de plus en plus le Far West. Les nouvelles politiques telles qu'elles sont impulsées depuis le début de l'année ne vont pas arranger les choses. Donc ça veut dire qu'on va arriver à un stade où tout le monde va se faire cyberharceler et où le taux de suicide va augmenter. Parce qu'on le voit, en fait. Nous, on est des adultes. Mais quand ça arrive à un enfant ou un adolescent ou un jeune adulte, c'est pas non plus le même effet psychologiquement pour lui ou pour elle. Donc si ça avance pas, c'est parce que les responsables politiques ne veulent pas faire avancer le sujet? C'est uniquement pour ça? Moi, je pense qu'il y a un vrai problème de volonté politique, oui. Sinon, on n'en serait pas là. Sinon, en fait, on aurait déjà mis en place des législations beaucoup plus strictes. En Allemagne, par exemple, alors on n'a pas encore assez de recul pour auditer la loi allemande, mais enfin, en tout cas pour auditer son efficacité, mais on sait que je crois qu'il y a des sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à 50 millions. Alors, je ne dis pas qu'elles sont appliquées, mais en tout cas, elles existent. En France, je pense effectivement que, un, ce n'est pas la priorité, on le comprend aisément en ce moment, mais deux, il n'y a pas de consensus politique sur la question, ce qui fait que, à mon avis en tout cas, au niveau du législateur, il n'y a pas de priorité. Là, on sait par exemple qu'il y a un projet de loi en cours qui va être voté, etc. Mais en fait, ça ne sert à rien de faire des lois si dans la répression, dans la sanction, ce n'est pas assez appliqué, ou en tout cas, ce n'est pas appliqué à la hauteur des enjeux. Je trouvais la question soulevée par Aurélie intéressante sur la question de l'anonymat. Sur Internet, Aurélie s'oppose au fait qu'il y aurait la fin de l'anonymat, par exemple, parce qu'elle considère que justement aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions sur les gens qui ne seraient pas déjà anonymes. C'est aussi un problème de ce point de vue-là, d'un point de vue juridique? La question de l'anonymat sur Internet, c'est un enjeu éthique. C'est-à-dire que, en fait, c'est le vieux serpent de mer d'Internet. Est-ce qu'on lève l'anonymat ou pas? Moi, je suis plutôt de l'avis d'Aurélie. C'est-à-dire qu'à la base, Internet n'est pas créé de telle sorte qu'on lève l'anonymat de ses utilisateurs. Maintenant, le semi-anonymat, enfin, on pourrait penser à une responsabilisation plus accrue des utilisateurs de plateformes de réseaux sociaux. Il y a vraiment quelque chose à penser et à réfléchir. Et d'ailleurs, c'est déjà en cours dans les grandes entreprises type Google, etc. Est-ce que l'anonymat, c'est le seul pan sur lequel on devrait se pencher pour régler la question du cyberharcèlement? Je ne suis pas sûre. Marc Nobel, sur la question de l'anonymat. L'anonymat, c'est une grande question. Mais peut-être avant de parler de l'anonymat, il faudrait voir les conséquences de tout cela. C'est-à-dire que Barbara nous a dit exactement ce qu'elle a vécu, hein, à quel point c'est traumatisant, à quel point c'est horrible. Et si tu me le permets, j'aimerais citer deux enquêtes, parce que les chiffres sont extrêmement intéressants à la fois pour les adultes et les enfants. Quelles conséquences cela a quand on est soumis à un cyberharcèlement pour les enfants et les adultes? Alors, il y a une première enquête qui est l'enquête de Renaissance numérique, qui nous dit que les jeunes sont très exposés à la cyberhaine. Les insultes sur l'apparence et la pornographie sont les contenus les plus fréquemment rencontrés, suivis de près par les propos racistes, 13% chez les 11-14 ans, 33% chez les 15-18 ans. Plus de la moitié des contenus choquants concernent des propos anti-musulmans, antisémites, anti-chrétiens ou sur les races. Un nombre important de jeunes, 42%, ne savent pas comment réagir, face à ces contenus, bien que le signalement soit un réflexe pour certains. Près de la moitié des jeunes de 11 à 18 ans ont été confrontés à des contenus choquants sur les réseaux sociaux,
61% pour les 15-18 ans. Maintenant, chez les adultes, il y a une enquête OpinionWay qui est vachement intéressante, qui relève que, pour les adultes, 53% des internautes ont été confrontés à des contenus haineux en ligne. Les propos sexistes, racistes, homophobes sont les plus fréquents, 44%. Suivi des discriminations sur le physique, 40%. Des discours de haine ciblant les musulmans et homophobes, 37%. Xénophobes, 35%. Antisémites, 31%. Les 18-24 ans sont particulièrement touchés, 68%. La réaction face à ces discours est souvent l'inaction. 32% des adultes ferment la page. 26% ne font rien. Seuls 20% d'entre eux tentent de signaler des contenus qui ne seront pas pris en compte. Moi, à l'exposé de ces chiffres, moi je suis désolé, je suis pour la fin de l'anonymisation. Et même je suis pour une radicalisation totale en fait. C'est-à-dire que les plateformes, vous savez les plateformes c'est quoi? Ce sont des mecs qui sont derrière, qui sont libertariens. Il est interdit d'interdire, on peut tout dire. On est dans un monde où on peut tout dire, il n'y a plus aucune limite. Et en plus, ce sont des ultra-libéraux. Donc on se fait du pognon. Et on se fait du pognon sur la haine en vérité. Parce que les algorithmes savent nous trouver pour justement alimenter cette haine. Donc face à cela, moi j'ai un réflexe de dire il faut protéger les gosses en fait. Avec les chiffres que je vous ai donnés, quand des gosses sont confrontés à des contenus comme cela et ne savent pas quoi faire, sont en plus enfermés dans leur chambre, les parents ne savent pas quoi faire, personne ne fait rien, les politiques s'en foutent, les plateformes s'en foutent, alors quoi, qu'est-ce que ça sera dans quelques années? En plus, avec l'intelligence artificielle. Merci. Aurélie, vous avez levé la main? Ouais, je vais juste dire un commentaire important parce que je pense que la fin ne justifie pas les moyens. Et je pense qu'il y a tellement de choses à faire sur déjà des comptes non anonymes que tant que l'efficacité des procédures ne sera pas possible sur des comptes non anonymes, je refuserai de parler de l'anonymat que je défends par ailleurs. Cela étant dit, je vais vous donner un exemple et je fais exprès d'être provocatrice. Si on mettait des caméras dans tous les foyers de France, on mettrait la fin aux violences conjugales. Est-ce que vous souhaitez pour autant avoir des caméras dans tous les foyers de France? Non. Je pense qu'il ne faudrait pas tendre vers des solutions qui en apparence fonctionneraient sur un pan, mais qui en fait seraient des mesures liberticides ou problématiques. Ou voilà. Donc c'est attention, surtout qu'il y a des solutions. Comme l'a dit Audrey sur les questions d'éditeurs-hébergeurs que moi je défends depuis très longtemps. C'est vraiment, et concernant le politique, je ne sais pas si les politiques ont de la bonne ou de la mauvaise volonté. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne comprennent pas les enjeux de ces plateformes pour déjà ne pas comprendre qu'il faut absolument créer des accords avec les États-Unis, entre autres, et toute l'Europe, pour arriver à imposer un statut d'éditeur. Merci Aurélie. Barbara, vous qui avez vécu justement ce cyberharcèlement, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui en subirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut... Alors, moi, déjà, il y a un truc que j'aimerais qu'il change sur les réseaux sociaux, et ça tombe bien parce que vous gérez un média. Mais c'est, en fait, avant, effectivement, quand les gens lisaient le journal, moi, ils étaient au café du coin ou chez eux, ils en parlaient à leur femme, à leur mari, enfin bon, bref. Et donc, ça restait un peu dans un cadre intime, les commentaires des uns et des autres, qu'ils soient positifs ou négatifs. En tout cas, on n'était pas obligé de se farcir les commentaires racistes des gens parce qu'on ne les avait pas devant nous. Ils ne faisaient pas partie de notre entourage, enfin pour la plupart. Et donc, moi, il y a un truc, c'est que... Et je pense qu'en fait, vraiment, le monde se porterait bien mieux si l'accès aux commentaires sous les médias était restreint. Enfin, c'est-à-dire que, pas restreint, qu'en fait, on ne puisse plus commenter. C'est-à-dire qu'on a accès à l'information, puisque c'est la base, c'est l'accès à l'information, mais qu'en revanche, on ne puisse plus commenter. Si on a envie de commenter, on le fait sur son compte Instagram, dans une story, donc avec ses abonnés, donc sa famille choisie du net, mais que en fait, on n'est pas... et donc qu'on n'ait pas à subir, à lire la haine en ligne, qu'on soit...
je veux dire, parce que même si elle ne nous touche pas personnellement, le fait de lire de la haine, pour peu qu'on soit empathique, bah, ça nous touche quand même. Et en fait, et donc je pense que c'est déjà un truc qui pourrait certainement amener, enfin, apaiser un peu, surtout que on a de plus en plus de contenu politique hyper anxiogène, hyper violent. Donc si en plus on doit se farcir les commentaires des gens parce qu'on a beau dire non mais il faut pas lire les commentaires, en fait ça pop-up et puis en plus on a envie d'y répondre parfois parce qu'on est frustré, parce qu'on en a marre, parce que c'est le 50e commentaire qu'on va lire et on a envie au bout d'un moment d'y répondre quoi, et de dire ah, ta gueule. Mais bon, voilà, c'est pas très constructif. Donc en fait, moi je dis déjà autant fermer les commentaires quand on a un média. Et alors après, le problème c'est qu'on est dans un monde capitaliste et que forcément, plus ça commande, plus ça rapporte de l'argent. Donc c'est un peu le serpent qui mord la queue. Donc c'est vraiment, en fait, toutes ces histoires, c'est qu'une question de thunes. Et ensuite, pour en revenir à la question d'origine, comment faire pour protéger les enfants? Malheureusement, qu'on leur donne accès ou pas au réseau, s'ils ont envie d'y avoir accès, ils y auront accès. Donc, on ne peut pas vraiment les protéger. Moi, la seule solution que je vois, c'est une prise de responsabilité des dirigeants. Mais encore une fois, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et ça ne les intéresse pas du tout que de nous protéger. Parce que, en fait, plus il y a d'engagement sur leur réseau, bah, plus ça leur apporte de la thune et ils peuvent construire des petites fusées pour aller sur la Lune. Petite référence à Elon Musk. Tout à fait. Audrey, qu'est-ce que vous conseillerez justement à quelqu'un qui victime de cyberharcèlement qui viendrait vous voir ou pas d'ailleurs, qui viendrait pas vous voir? Peut-être qu'aujourd'hui les gens viennent pas voir les avocats suffisamment. 3 choses, a priori. Première chose, prendre des captures d'écran de tout ce qu'ils reçoivent. Ça, je le conseille tout le temps, c'est-à-dire avec un horodatage, l'heure et la date. Tous les commentaires, tous les messages privés, en tout cas dans la mesure du possible. En l'occurrence, dans notre cas, c'était très compliqué. Deuxième chose, effectivement, aller voir un avocat, ne serait-ce que pour avoir un conseil de comment je gère cette situation. Troisièmement, se tourner vers une association ou un professionnel de santé s'agissant de sa santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, il y a le cadre juridique, etc., il y a les actions judiciaires qu'on peut mener. Et en fait, le problème du cyberharcèlement, mais comme tout un tas d'infractions pénales, c'est que ça détruit psychologiquement. Donc, s'agissant d'une personne qui est victime de cyberharcèlement, à mon sens, la personne vers qui doit se tourner en priorité, c'est aussi un psy. Et après, on peut agir judiciairement. Mais d'abord, aussi se préserver. Et ça a été toute une question entre Barbara et moi au moment des faits, c'est comment te protéger, comment se protéger. Donc il y a ça. Et je voulais juste rebondir sur ce que disait Marc Nobel, c'est que j'ai vu une stat il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 63% des enfants de moins de 13 ans qui ont un compte sur un réseau social. C'est énorme. Donc comment on fait pour protéger? Alors que c'est censé être interdit. Exact. Alors que c'est censé être interdit au moins de 13 ans. Exact. Et en fait, comment on fait pour protéger? Alors c'est vrai qu'on ne sait pas comment protéger à la maison, etc. Mais il faut qu'il y ait vraiment de la prévention. Comme on a eu, moi par exemple, quand j'étais plus jeune, il y a de la prévention de comment tu utilises Internet. Là, il faut absolument faire de la vraie prévention pédagogique avec des points d'efficacité abordés en classe sur comment tu utilises un réseau social. Et parfois, aujourd'hui, très peu savent utiliser un réseau social, même des adultes. Donc, l'enseigner à des enfants, ça reste aussi difficile. Marc Nobel, si on devait retenir une solution pour essayer... Ça fait depuis 25 ans que je travaille sur ce sujet. Avec les associations partenaires, on a fait plein de procès. Et nous essayons de faire entendre notre voix distincte face à des mastodontes qui se font, en effet, comme tu l'as dit, beaucoup de thunes et qui ont en plus une conception libertarienne des choses. Pour eux, il est interdit d'interdire. Ok, donc par conséquent, c'est très compliqué. Alors, on a fait des procès, on les a traînés en justice, mais en vérité, c'est de chez eux qu'ils décident. C'est-à-dire, ils sont en Californie, les mecs. Voilà, ils sont de l'autre côté, à 12 000 km de chez nous.
Donc moi je veux bien qu'on tente de responsabiliser, et d'ailleurs avec beaucoup de difficultés. Tiens, bah d'ailleurs, il y a une série. Moi j'aime bien regarder des séries parce que j'apprends plein de trucs en regardant des séries. Une série sur Netflix qui s'appelle Adolescent, qui cartonne, mais vraiment c'est une série qui est super. Les acteurs sont extraordinaires. On voit un gamin qui est accusé de crime, il a tué une petite gamine de son âge qui a 13 ans. Et en fait, l'histoire, c'est que le gamin était confronté à la propre image qui est la sienne d'adolescent, à son rejet de lui-même et à l'utilisation des réseaux sociaux entre gamins. TikTok et compagnie, etc., les emojis et ainsi de suite. Et les parents ne sont pas derrière. Les parents ne savent pas. D'abord, les parents ne connaissent pas. Donc, ils ne peuvent pas éduquer leur enfant parce qu'ils ne connaissent pas. Et le gamin, en fait, est poussé jusqu'à l'extrémité, jusqu'à assassiner. On pense donc qu'il a assassiné cette petite copine parce que elle lui manquait de considération, il l'aimait, elle ne l'aimait pas, mais elle se moquait de lui dans les réseaux sociaux. Et tout d'un coup, vous avez des parents dévastés. Vous voyez, les acteurs sont extraordinaires. Vous voyez le père, qui est un garagiste, il est dévasté, ça lui tombe dessus. Il ne sait pas comment faire, tout lui dépasse. En fait, c'est cette époque qui lui dépasse. Il n'est pas né avec ça, en fait. Donc, moi, je veux bien qu'on essaye d'améliorer les dispositifs. D'ailleurs, comment on essaye d'améliorer les dispositifs? Quand vous avez des mecs qui, à 12 000 km d'ici, virent les gens, entre parenthèses. C'est-à-dire le peu de modérateurs qu'il y avait, il y en avait 200, 300 sur Twitter, il les a virés à 80%. Et il leur donne 20 minutes pour dégager, en fait. Vous allez quoi faire avec ces gens-là? C'est des sauvages. C'est vraiment une attitude de sauvage. Vous allez raisonner un mec comme Musk? Non, la seule chose qui va raisonner Musk, c'est si on arrête d'acheter sa bagnole, en fait. La Tesla, là. Si on arrête d'acheter la Tesla, ça va peut-être le calmer. Et encore, c'est pas sûr. C'est même pas sûr. Donc, il y a un rapport du dominant au dominé. Eux dominent avec leur plateforme, avec leur charte d'utilisateurs. Ils se fichent totalement de ce que vous ressentez, entre parenthèses, de ce que vous avez vécu. Ils s'assoient dessus. Ils n'en ont rien à foutre. Et puis, d'un autre côté, il faudrait quoi? Est-ce qu'il y a une recette miracle? La recette miracle, je suis désolé, j'ai repris. Alors, c'est vrai qu'on a discuté de l'anonymisation. Je n'ai peut-être pas bien répondu, mais je reprends l'exemple de LinkedIn. C'est un exemple révélateur. Les gens, quand vous leur dites, tu mets ta photo, tu mets ton prénom, tu mets ton nom, tu mets ton CV, alors tu peux parler. C'est la liberté d'expression, en effet. Donc, les gens publient les contenus qu'ils veulent, et pas simplement des contenus professionnels. Moi aussi, d'ailleurs, je le fais, entre parenthèses. Mais dans les commentaires, les gens se tiennent à carreau, quoi. Voilà, par exemple. Alors, ceci étant dit, il y a eu des initiatives européennes, notamment sous l'impulsion de Thierry Breton, avec le Digital Service Act. On va bientôt toucher au portefeuille de ces grandes entreprises. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, en effet, il faut s'attaquer au portefeuille de ces entreprises. Quand tu t'attaques au pognon, là, ils y réfléchissent à 2 fois. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Et combien de dégâts il y aura? C'est ça le problème. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Ces gamins qui se retrouvent confrontés à l'âge de 11 ans devant des contenus inimaginables alors qu'ils sont seuls dans leur chambre. Et ça va jusqu'où? Des gamins se suicident en fait. Merci. Aurélie, pour terminer, vous qui êtes au pays des libertariens, pour citer Marc Nobel. Alors juste pour info, Elon Musk est un anarcho-libertarien. C'est pire que libertarien. Donc, c'est encore pire, quoi. Si on devait retenir une solution, peut-être quelque chose qu'on peut faire à notre échelle pour essayer de limiter justement la haine en ligne? En fait, je reste persuadée que le problème de la haine en ligne reste le modèle économique de ces plateformes et que pour forcer les plateformes à changer leur modèle économique, il faut les mettre face à leur responsabilité d'éditeurs et non d'hébergeurs. Et moi, je ne crois pas à un acte unique de l'Europe dans son coin. Il faut qu'il y ait un accord avec les États-Unis qui, par ailleurs, travaillent beaucoup sur ce sujet. Et les Européens, en tout cas les Français, ont une lecture très, parfois maladroite de la liberté d'expression américaine en disant oui, aux États-Unis, on peut dire ce qu'on veut. Oui, on peut dire ce qu'on veut. Par contre, on peut être puni par la loi. Or, sur un réseau comme X, on n'est pas puni, ni même par la loi, ni même, enfin, dans tous les cas en tout cas, par la loi ou par la plateforme. Et c'est là où la liberté d'expression en droit absolu défendue par Elon Musk est bancale au regard de ce qu'elle est dans la Constitution américaine. Et donc, il y a un vrai enjeu de responsabilité
Et je reste persuadée, c'est à eux de trouver la solution. Et la solution, elle existe, mais il va falloir qu'ils deviennent des éditeurs. Merci beaucoup, merci à tous les quatre.